Bonjour, dans cette vidéo, nous allons couvrir la section 4E des notes de cours qui porte sur les coordonnées de Kruskal-Zekeres, ou on va dire coordonnées de Kruskal pour faire un peu plus court. Alors, quel est l'objectif ici? C'est de régler un problème qui existe avec les coordonnées de Schwarzschild, c'est-à-dire les coordonnées qu'on utilise pour décrire la métrique de Schwarzschild, Tr, θ phi. Le problème avec ces coordonnées de Schwarzschild, c'est qu'elles ne peuvent pas décrire correctement ce qui se passe à l'intérieur de l'horizon, donc à l'intérieur du trou noir, dirait-on. En particulier, lorsqu'on rentre à l'intérieur du trou noir, on voit que donc, les signes de G00 et de G11 changent, donc le rôle ou l'interprétation de la coordonnée T et R ne sont plus les mêmes. Et ainsi de suite. Et en plus, il y a une singularité des coordonnées à R égale à RS. Donc, tous ces problèmes font que les coordonnées de Schwarzschild ne sont pas adéquates pour décrire l'intérieur du trou noir ou même l'horizon lui-même. Un autre défaut des coordonnées de Schwarzschild, c'est que la vitesse de la lumière n'est pas 1. C'est-à-dire que la lumière ne se propage pas à la vitesse de la lumière. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on considère un rayon lumineux et radial, par exemple, donc là, on le voit tout de suite d'après la métrique ici, donc en oubliant cette partie-là, et on annule l'intervalle ds carré pour avoir une condition entre dt et dr le long d'un rayon lumineux, on obtient cette condition-ci, c'est-à-dire que dr n'est pas égal à dt. Donc, ce n'est pas plus ou moins 1 ici, mais il y a quelque chose ici qui dépend de R, et plus R s'approche de RS, plus cette quantité est petite, et donc, en un sens, plus la vitesse de la lumière devient petite en fonction de ces coordonnées-là. Donc, ce n'est pas idéal. Pour remédier à ce problème, on va procéder à une série de changements de coordonnées jusqu'à ce qu'on arrive aux coordonnées finales, qui sont les coordonnées de Kruskal. On va commencer par, premièrement, mettre les coordonnées azimutales de côté. Donc, θ et phi, on les met de côté. Elles sont toujours là, ces coordonnées, mais on va se concentrer sur T et R. Et c'est à l'intérieur de ces deux coordonnées T et R qu'on va procéder à des changements de variables. Donc, on commence par réécrire la partie de la métrique qui dépend de T et de R de la manière suivante. Donc, je n'ai rien fait ici sauf factoriser. En quelque sorte, on voit bien qu'on obtient ici le dt au carré. On a un dr au carré et le produit de ces deux facteurs va annuler partiellement ce facteur-là et on va retrouver exactement la même chose qu'ici. Et les termes croisés comme ça s'annulent en raison du fait qu'on a des signes différents, donc moins ici et plus ici. Donc, c'est la même chose. Et ça nous inspire pour définir des coordonnées nouvelles qu'on appelle P et Q, qui sont ici définies par leur différentiel. Donc, je définis dP comme ceci, dQ comme cela, de sorte que j'aurai un ds carré égal à une fonction de R fois dP dQ. P et Q sont ce qu'on appelle des coordonnées de cône de lumière, c'est-à-dire que les photons se propagent le long de courbes qui ont une valeur constante de P ou constante de Q. Bon, parce que si dP est égal à 0, à ce moment-là, ds est égal à 0. Même chose, si dQ est égal à 0, ds est égal à 0. Donc, les courbes à Q constant ou à P constant sont des rayons lumineux. Bon, alors c'est bien de définir des coordonnées P et Q comme ça, mais comme on l'a déjà vu, ce n'est pas une garantie que les coordonnées P et Q existent, parce que ces relations sont des relations différentielles. Il faut qu'elles soient intégrables pour que P et Q existent. Autrement dit, ceci me rappelle, si on écrit dP de cette manière, comme en général une fonction de A, une fonction de R et de T, une fonction A, une fonction B fois dt fois dr, comme ça, eh bien, pour que la fonction P existe, il faut que la dérivée de A par rapport à R soit identique à la dérivée de B par rapport à T. Autrement dit, il faut que les dérivées secondes croisées soient identiques. Dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment un problème parce que l'équivalent de A ici, c'est simplement 1, on le voit.
Et donc, A ne dépend pas de R. Donc, sa dérivée par rapport à R est égale à 0. Et B, ça correspond à ceci, B ne dépend pas de T. Donc, dB dt égale à 0. Donc, effectivement, les dérivées croisées les dérivées secondes croisées sont nulles. Et donc, oui, P et Q existent. On peut intégrer ces relations-là. Si on le fait d'ailleurs, donc une façon facile de le faire, c'est de prendre des combinaisons plus et moins. Donc, si on fait la somme de P et de Q, donc la différentielle de P plus Q est donnée par 2 fois dt, et la différence, elle, la différentielle de P moins Q ne dépend que de R. On le voit tout de suite d'après les définitions qui sont là. En prenant les sommes et les différences, on peut séparer les dépendances en T et en R. Ce qui fait qu'en intégrant ça, on trouve tout de suite que P plus Q serait égal à 2 fois T et que P moins Q serait donné par l'intégrale de ça. Bon, c'est facile de faire l'intégrale. On soustrait RS et on additionne RS au numérateur. On sépare en 2 fractions et on aurait cette expression ici pour P moins Q. C'est donc qu'on peut, à partir de ces deux expressions-là, faire des additions et des soustractions et donc obtenir cette expression pour P et cette expression pour Q. Voilà. En passant, si on passe de cette expression, si on met RS égale 0, donc si on prend un cas particulier et qu'on fait tendre RS vers 0, c'est comme si on enlevait la masse, n'est-ce pas? Enlever la masse nous ramène simplement à un espace-temps de Minkowski. Donc, dans ce cas-là, quand RS égale 0, on voit tout de suite que P est égal à T plus R et Q est égal à T moins R. Donc, quand on met RS égale 0, on trouve essentiellement ces relations entre PQ d'un côté et TR de l'autre, ou si on inverse, ce qui est très simple, T et R sont exprimés en fonction de P plus Q et P moins Q. Donc, P et Q sont vraiment des coordonnées du cône de lumière, c'est-à-dire que le cône qui est dirigé vers l'avenir, le futur, serait décrit par T égale R, donc P serait non nul, Q serait nul, et inversement, le cône qui est dirigé vers le passé serait défini par T égale moins R, donc Q serait non nul et P serait nul dans ce cas-là. Donc les deux coordonnées décrivent chacun leur moitié du cône. Cependant, P et Q ne sont pas encore des coordonnées satisfaisantes pour la simple raison que quand on retourne maintenant à la métrique exprimée en fonction de P et de Q, il y a encore un problème quand RS est égal à 1. C'est-à-dire que la métrique s'annule. Il faudrait donc trouver de nouvelles coordonnées qui enlèvent ce facteur. Donc, c'est pour ça qu'on définit deux nouvelles coordonnées, P et Q majuscules, définies en fonction d'exponentielle de petit p ou de petit q, comme ceci. Et ça enlève le caractère singulier à r égale rs, comme on va le voir tout de suite. Donc, à partir de cette définition, on peut aller vers une différentielle. Donc, on aurait la relation entre dp majuscule et dp minuscule qui est ici. De même, cette relation entre dq majuscule et dq minuscule. On mettait ça ensemble, donc en faisant le produit, donc le produit des différentiels, me donne cette expression-ci, okay? Et sachant que P moins Q est donné par, alors on retourne encore une fois en arrière si vous me permettez, P moins Q est donné par ça et qu'on calcule l'exponentielle de cette quantité. Donc en calculant l'exponentielle, on va retrouver ici cette relation, cette forme. Okay. Donc, si on veut exprimer maintenant ds carré en fonction de dp dq majuscule, on prend cette expression en fonction de dp dq minuscule et on isole cette quantité en fonction de celle-là en divisant par ça. Okay. En faisant cela, on va se retrouver donc, avec cette expression complexe. Il y aura des annulations. Donc ça ici, ça va annuler ceci, sauf pour le signe, qui est important. Et on aurait au total voilà, cette forme ici. Bon, donc qu'est-ce qui se passe à R égale RS?
Rien de particulier, sauf pour un changement de signe. Et ça, encore une fois, ça peut être gênant. Mais ce que l'on va faire pour s'en débarrasser, c'est de procéder à une dernière étape, donc, qui est l'introduction des coordonnées de Kruskal elles-mêmes. Les coordonnées de Kruskal sont dénotées V et U. Donc, V et U sont l'équivalent des coordonnées R et T, si on veut, en fonction de P et Q majuscules, si on compare à ce qu'on avait pour dans l'espace de Minkowski, c'est-à-dire entre T et R et petit p, petit q, c'est la même relation. Donc, V et U vont jouer, si on veut, le rôle d'une coordonnée temporelle et d'une coordonnée spatiale en fonction de P majuscule et Q majuscule. Sauf que la correspondance entre les deux n'est pas la même selon que R est plus grand que RS ou R est plus petit que RS. Pour comprendre la nécessité de définir les coordonnées différemment selon que R est plus grand ou plus petit que RS, on peut s'amuser à, par exemple, pour R plus grand que RS, à calculer dV et du. Donc, d'après cette correspondance ici, dV est donné par ça, du par ceci. À l'inverse, dP serait donné par ça, dQ par ceci. Et si je fais le produit des deux, donc dP fois dQ, j'obtiens dV carré moins du carré. Si au contraire, je pars de cette définition, ce que ça fait essentiellement, c'est d'inverser le rôle de U et de V. Donc, dans ce cas-là, pour R plus petit que RS, dP dQ serait donné par du carré moins dV carré. Donc, il y a un changement de signe entre ces deux expressions. Et quand on maintenant contemple la valeur de ds carré, on voit un signe ici fois dP dQ, ce qui fait que, en fonction de ces nouvelles coordonnées U et V, eh bien, on aurait simplement une expression du genre dV carré moins du carré qui apparaîtrait sans le signe qui est ici. Donc, le signe disparaîtrait, donc toute espèce de discontinuité ou de singularité autour de R égale RS disparaîtrait. Donc, V et U explicitement auraient la forme suivante. Donc là, ça ici, c'est un résumé de cette définition-là. Donc, encore une fois, pour revenir en arrière, donc V est donné par ça. P et Q sont des exponentielles de petit p et de petit q, et qui eux-mêmes sont donnés par ces expressions-là. Donc, c'est en mettant ceci ensemble avec ça, OK, et avec ces deux définitions que l'on retrouve les expressions qui sont ici. Donc, si on contemple un peu ça, on se rend compte que, bon, premièrement, donc à l'extérieur de l'horizon, V et U ont le même préfacteur de R sur RS moins 1 en racine carrée. J'ai la même exponentielle dans les deux cas aussi. Et la différence, c'est un facteur sinus hyperbolique de t ou cosinus hyperbolique de t. À l'intérieur, essentiellement, ce que je fais, c'est échanger les rôles de V et de U en ce qui concerne les sinus et cosinus hyperboliques. Et bien sûr, la racine carrée a un signe différent à l'intérieur pour, bien sûr, qu'elle soit encore réelle. Donc, ce sont ces fameuses coordonnées de Kruskal. Quand on exprime la métrique maintenant en fonction de ces coordonnées-là, on trouve, comme on l'avait annoncé, un dV carré moins du carré, fois les facteurs qui sont ici, qui sont les mêmes qu'on avait ici, essentiellement. Et à cela, on doit soustraire la partie angulaire de la métrique. Alors, une première question ici qui se pose, c'est bon, mais que vient faire R ici? R est l'une des anciennes coordonnées, c'est une coordonnée de Schwarzschild, et elle ne devrait pas apparaître ici parce que les nouvelles coordonnées sont U et V, donc il faudrait que tout soit en principe exprimé en fonction de U et de V. Bon. Alors, la solution à ça, c'est qu'il faut considérer R comme une espèce de variable implicite. Autrement dit, si vous me donnez les valeurs de U et de V, à ce moment-là, je dois résoudre numériquement, disons, cette équation pour trouver la valeur de R correspondante et la mettre là-dedans. Donc, au fond, la métrique de Kruskal n'est pas explicite. Elle comporte une variable auxiliaire R qui est une fonction implicite des coordonnées U et V et qui apparaît aussi dans la partie angulaire.
Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. En fait, tout dépend au fond de U et de V seulement. Bon, maintenant, à quoi ça ressemble dans un diagramme d'espace-temps? On va passer à cette diapo qui est assez chargée. Donc, dans ce diagramme, on trace les coordonnées U et V. Bon, à quoi correspondent les régions qui sont indiquées ici? Premièrement, notons que la correspondance qu'il y a entre R et U est la suivante, en fait, R, U et V est la suivante. On a cette condition-là, on l'a vu. C'est donc à R constant, on a ici une hyperbole, c'est-à-dire que U carré moins V carré égale constante, c'est l'équation d'une hyperbole. Donc, toutes les courbes qui sont dessinées ici, qui sont des hyperboles, ici ou là, correspondent à des valeurs fixes de l'ancienne coordonnée de Schwarzschild R. En particulier, si on pose R égale à 1, donc on retourne ici encore une fois, R égale à 1 veut dire en unité de RS, j'aurais dû le spécifier. Donc, si R égale RS, cette constante est égale à 0, donc c'est une hyperbole particulière où U est égal à plus ou moins V, une hyperbole dégénérée. Donc, ça correspond à ces axes diagonaux. Ces axes diagonaux correspondent à R égale RS, donc à l'horizon. L'horizon est décrit par ces portions ici. Le temps, maintenant, donc les courbes à temps constant, donc si on retourne à la définition ici, on voit que si on prend un rapport, donc V divisé par U, donc V divisé par U, va éliminer le préfacteur qui est ici et faire ressortir une tangente hyperbolique du temps. Si R est plus grand que RS. Si R est plus petit que RS, V divisé par U va plutôt me donner la cotangente hyperbolique du temps. Donc, les courbes qui ont des valeurs constantes du temps de Schwarzschild, donc du temps t, correspondent à des droites, donc des courbes qui ont un rapport fixe entre U et V, donc une pente fixe. Donc, toutes ces droites correspondent à des valeurs précises du temps t. Donc, en particulier, le temps t égale 0 correspond à V égale 0, donc à l'axe horizontal ici. Les temps négatifs sont par ici et les temps positifs sont par là. Ça, c'est vrai tant qu'on est à l'extérieur de l'horizon, et l'extérieur de l'horizon correspond à cette région numéro 1 ici. Si on se déplace dans cette région numéro 2, ici, eh bien, on traverse l'horizon et les courbes à t constant sont encore des droites, sauf que maintenant, le t égale 0 correspond à ça, et ainsi de suite. On a des valeurs un peu différentes, mais encore une fois, les coordonnées de Schwarzschild ne sont pas faites pour décrire ce qui se passe à l'intérieur de l'horizon. Donc, il ne faut pas se surprendre de ces incongruités et accorder une importance particulière aux coordonnées t et r une fois qu'on est à l'intérieur de l'horizon. Par contre, du point de vue de U et de V, donc il n'y a rien de dangereux ici qui se produit. Donc, ce n'est qu'une droite parmi d'autres. Détail important, si encore une fois, on revient à la transformation qui est ici, et on calcule U plus V, c'est-à-dire je fais la somme de U et de V, j'obtiens donc la somme du sinus hyperbolique et du cosinus hyperbolique ici, ce serait pareil ici, avec un préfacteur qui est le même dans les deux cas. Eh bien, j'obtiens quelque chose comme ceci. Je sais que le cosinus hyperbolique plus le sinus hyperbolique me donne une exponentielle. Et donc, U plus V me donnerait une expression qui dépend de R fois cette exponentielle du temps. Bref, ce serait positif. Donc, U plus V est toujours positif quand on applique la correspondance avec les coordonnées de Schwarzschild. Ce qui veut dire que cette correspondance ne fonctionne que dans cette région ici, dans les régions 1 et 2.
et que ce qui se passe dans les deux autres cadrans du diagramme n'est pas clair. Okay? Il n'y a pas de coordonnées de Schwarzschild définies ici. Il faudrait, pour leur donner un sens, définir un deuxième ensemble de coordonnées de Schwarzschild, on pourrait les appeler R', T', qui serait introduit ici et qui correspondrait simplement à faire ces changements que j'ai indiqués ici. Par exemple, on pourrait changer le signe de U sans changer le signe de T pour passer à la région 1', qui est ici. Et on pourrait changer le signe de T sans changer le signe de... en fait, on pourrait changer le signe de T, changer le signe de V pour passer de la région 2 à la région 2'. Donc, on aurait ici, à ce moment-là, une espèce d'espace-temps qui remplit essentiellement tout l'espace UV. Pas complètement, pas tout l'espace UV, parce qu'une chose est importante, c'est qu'il existe dans la géométrie de Schwarzschild une véritable singularité intrinsèque qui est indiquée par la courbe ici, et elle aurait son pendant dans la courbe verte qui est là. Cette singularité correspond à R égale 0 dans les coordonnées de Schwarzschild. Donc, c'est une hyperbole. Et donc, le long de cette hyperbole, la géométrie présente une singularité réelle. On la voit d'ailleurs dans la métrique. N'est-ce pas? Quand R est égal à 0, j'ai cette singularité qui fait que le carré de la courbure, par exemple, aussi est singulier. Donc, quelque chose de réel et de très mauvais se produit sur cette courbe. Donc la nature d'une singularité géométrique est assez difficile à saisir puisque pour en fait, la géométrie est détruite à cet endroit-là. Et physiquement, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Il faudrait sans doute faire le saut vers la gravité quantique pour donner un sens à cette singularité. Mais il reste que c'est une chose qui existe en relativité générale, ce genre de singularité. Et fort heureusement, dans tous les cas qu'on connaît, ces singularités sont cachées par un horizon. Donc, ça se produit à l'intérieur d'un trou noir, ce n'est pas visible. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Un autre avantage de ces coordonnées de Kruskal, en fait, c'est celui qu'on a mentionné initialement, c'est que les photons se déplacent à angle droit. Autrement dit, quand on étudie la trajectoire d'un photon, ds carré est égal à 0. Donc, si on pense à des photons radiaux, j'imagine, donc qui passent par l'origine, donc on oublie les angles encore une fois, eh bien, ça veut simplement dire que du carré est égal à dv carré, ou encore dv est égal à plus ou moins du, ce qui veut dire que les photons se propagent ici à 45 degrés ou à moins 45 degrés. Donc, les trajectoires possibles des photons sont des droites comme ceci. Essentiellement, donc, si on considère un photon qui tombe à l'intérieur d'un trou noir et qui, par exemple, à t égale 0, est émis un certain rayon à l'extérieur du trou noir, ça pourrait être par exemple le point qui est ici, eh bien, ce photon va tomber dans le trou noir suivant cette ligne droite, comme ça. Et il va finir par aboutir à la singularité physique. Si ce n'est pas un photon, mais une particule massive, à ce moment-là, c'est une question de géodésique. Il faut calculer les géodésiques dans cette métrique. Parfaitement possible. On doit s'aider, disons, d'un calculateur numérique pour faire les calculs des géodésiques. C'est plus simple dans ce cas-là, mais ça se fait bien. Et j'ai un exemple ici d'une géodésique, d'une particule massive, donc, qui se dirige, qui traverse l'horizon et qui aboutit à la singularité. Une caractéristique de ces coordonnées de Kruskal, c'est qu'elles constituent ce qu'on appelle une extension maximale de l'espace-temps décrit par les coordonnées de Schwarzschild. Donc, encore une fois, quand on a démontré la métrique de Schwarzschild,
on s'est premièrement intéressé à la région 1 ici. On s'est rendu compte que cette métrique, bon, la solution obtenue est encore valable à l'intérieur de la région 2, quoique l'interprétation des coordonnées T et R est un peu difficile dans ce cas-là. Mais il reste que la métrique qu'on a trouvée, même si elle s'exprime un peu gauchement à l'aide des coordonnées de Schwarzschild, décrit un espace-temps qui correspond à la moitié du domaine qui est décrit par les coordonnées de Kruskal-Zekeres, donc les régions 1 et 2. Par contre, les régions 1' et 2' existent aussi. Elles ne sont simplement pas décrites par les coordonnées de Schwarzschild. Et on pourrait étendre la définition de cet espace-temps pour que ça comprenne aussi les régions 1' et 2'. Donc, c'est ça qu'on veut dire par extension de l'espace-temps. Et c'est une extension maximale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute géodésique qui existe dans cet espace-temps, si on la prolonge à l'infini, c'est-à-dire si on prend le paramètre affine de la géodésie et qu'on le fait courir jusqu'à l'infini, jusqu'à sa valeur maximale, va aboutir éventuellement à la singularité. Donc, c'est ce qu'on a vu dans cet exemple-là, la géodésique aboutit à la singularité. C'est vrai encore plus pour un photon, donc tout photon ici va finir par aboutir à la singularité. Ici. Donc, dans cet espace-temps étendu, les photons peuvent se diriger comme ça ou comme ça. Donc, si la région 2' existait réellement, elle pourrait émettre des photons qui parviennent dans la région 1, donc dans la région à l'extérieur de l'horizon. Et ça correspondrait à ce qu'on appelle un trou blanc. Si la région 1' existait, elle existerait à l'extérieur d'une espèce d'anti-horizon et elle pourrait communiquer avec l'intérieur du trou noir de cette manière. Et donc, mais jamais directement avec 1. Donc, il n'y a pas de communication possible entre 1' et 1, comme il n'y en a pas entre 2' et 2. Si cette région existait vraiment, un observateur qui tombe dans le trou noir pourrait, une fois à l'intérieur de l'horizon, donc une fois ici, recevoir un signal qui vient de 1'. Et donc, oui, il serait possible en principe de découvrir que cette espèce d'anti-univers existe de l'autre côté, mais pour cela, il faudrait payer le prix de tomber à l'intérieur de l'horizon du trou noir et ne jamais revenir. On n'a pas trouvé de volontaire encore. Voilà, donc merci de votre